Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne, bienvenue dans cette vidéo exceptionnelle. Pourquoi exceptionnelle? Déjà parce qu'elle est publiée à un moment tout à fait inhabituel sur la chaîne, et aussi parce que vous avez été des dizaines et des dizaines et des dizaines, peut-être que j'ai reçu plus de 100 messages, je sais pas, j'ai pas compté, tellement vous avez été nombreux à me demander mon avis sur le film K 2019, film dans lequel d'ailleurs il y a quelques petits passages de Planète Rose. Et juste avant de commencer, je vous invite aussi à aller sur la chaîne Mysteria, parce que je pense que Tony va aussi mettre un petit peu ses réactions à chaud sur le film K 2019, et en parlant de Tony, bien moi je vous donne rendez-vous, et on va commencer tout de suite après ça, jeudi soir pour un live avec Tony à 20h a priori. Je mettrai les infos je pense sur la page Facebook, donc n'hésitez pas à aller liker aussi la page Facebook sur laquelle je mets des infos complémentaires avec celles que je publie sur la chaîne. Donc jeudi soir un grand live avec Mysteria, on va parler de plein de choses et surtout d'Égypte. Donc voilà, mais bon, ça c'est pour l'intro, on a posé l'intro, trêve de préambule, rentrons dans le vif du sujet. Donc voilà, j'ai regardé ce film K 2019 qui dure un peu plus de 3h30 pour voir un petit peu ce qu'on peut en penser. Qu'est-ce qui est annoncé dedans, qu'est-ce qui est décrit, qu'est-ce qui est expliqué, qu'est-ce qui tient la route, qu'est-ce qui est contredit par des constatations terrain, bref, voilà. Le film K 2019, La Grande Pyramide, que faut-il en penser? C'est parti. Alors globalement, le film K 2019 nous propose une nouvelle hypothèse concernant les techniques de construction, non seulement de la Grande Pyramide, mais aussi des statues granitiques et des statues en roche dure. Le film K 2019, c'est les géopolymères comme la réponse à quasiment toutes les questions de transport et de taille des blocs. On va voir un petit peu en détail de quoi il en retourne. C'est vrai que l'idée, on va le dire tout de suite, l'idée est tout à fait séduisante. Elle est très bien mise en image. Je trouve que les images de synthèse, les animations 3D sont plutôt bien faites et embellissent cette idée, comme je le disais, qui est séduisante, qui tient la route, mais qui pêche un petit peu parce que les arguments clés de la démonstration se voient contredits par les constatations que l'on peut faire lorsque l'on va en Égypte, et ce sont ces détails qu'on va voir ensemble. Le film, il commence en reprenant, j'étais assez étonné en reprenant les codes de la révélation des pyramides, de LRDP. Il reprend les codes à tous les niveaux, la voix de la femme, comment on pose les bases, etc. Donc c'était assez étonnant de voir les choses gérées de cette manière, mais c'est pas bien grave parce que ce qu'on attend de ce film surtout, c'est le fond qui avait été le fond du lourd, quoi, qui avait été annoncé par son réalisateur depuis plusieurs semaines, plusieurs mois. Donc c'est surtout là-dessus qu'on va se focaliser aujourd'hui. Et puis, quand bien même, il y a un certain panache en début de film avec le vocabulaire qui est utilisé dans le script, avec les ouvriers qui pèteraient un câble, c'est ça qui est utilisé, la file indienne qui devient la file africaine. Donc voilà, il y a une pointe de panache qui fait qu'on peut passer outre cette espèce de copier-coller de LRDP. Alors dès le début, on a cette histoire avec la pyramide de Meidoum et cette grande poutre qui explique pas mal de choses, qui est bien reprise, qui pose de bonnes bases, qui fait avancer le débat. La seule question qu'on peut se poser, c'est que est-ce que le ciment qui est autour de cette poutre n'est pas issu de rénovations ultérieures? Parce qu'effectivement, la poutre est coincée dans du béton, mais est-ce que ce béton, voilà, c'est le même que celui des blocs de la pyramide? Comme je le disais, il y a eu des rénovations, on sait qu'il y a eu des rénovations pendant des milliers d'années sur les différents temples et les différentes pyramides d'Égypte, donc on peut tout à fait imaginer des blocs d'origine qui se séparent un tout petit peu de quelques centimètres, voire de quelques dizaines de centimètres, et que l'on tente un petit peu plus tard de relier, de solidariser avec une poutre autour de laquelle on va mettre du ciment ou ce béton qui va faire du liant. C'est vrai que les Égyptiens ne faisaient rien au hasard. Si cette poutre est contemporaine de la construction de la pyramide, c'est qu'elle a une réelle utilité. Et si elle a une réelle utilité architecturale, eh bien on devrait retrouver d'autres poutres comme celle-ci dans d'autres pyramides, mais à ma connaissance, ce n'est pas le cas. Un petit peu plus tard, on va parler de ce qui est mentionné comme le mur d'enceinte de la pyramide de Képhren. Alors ce mur d'enceinte, c'est pas un mur d'enceinte, c'est juste une colline. Alors c'est vrai que il y a un petit challenge qui est lancé par la voix off en disant est-ce qu'il est possible de tailler une colline? Pour ce qui est de Gizeh, oui, sans aucun problème, avec n'importe quel type d'outillage, même les plus reculés, parce que c'est du calcaire, donc le calcaire, il est très 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 facilement taillable, travaillable. Cette histoire de colline, sans parler du fait que c'est une colline et non pas un mur d'enceinte, ça ne pose aucun problème en termes de taille. Mais quand j'entends qu'il s'agit d'un mur d'enceinte qui a été coulé, là, il faut mettre les choses au clair, ça n'est absolument pas le cas. Nous sommes sur le substrat rocheux, la roche mère du plateau de Gizeh, et il y a plusieurs éléments qui nous permettent de le savoir. Tout d'abord, on va voir des milliers, d'innombrables traces d'outils directement
sur le calcaire qui, à ces endroits, aurait dû être moulé, soi-disant. Donc, premier élément qui nous permet de savoir qu'il s'agit bien de la colline. Et vu l'étendue du sol, si ce mur avait été moulé, eh bien, on aurait dû mouler des kilomètres et des kilomètres cubes de roches, parce que comme en plus on le voit sur les images du film, la colline s'étend vers l'ouest, vers le désert, sur des centaines de mètres et des kilomètres. Et il n'y a aucune jonction, il n'y a aucun changement au niveau du sol. Donc si ce qu'on voit apparent à l'image est un mur moulé, ça veut dire que derrière, sur des kilomètres, sur 8 à 10 mètres de hauteur, tout ça c'est aussi moulé. De toute évidence, c'est totalement impossible. Et puis voilà, ce sera des blocs. Ce sera des blocs d'une taille totalement délirante qui seraient encore à des années-lumière de ce qu'on peut retrouver par exemple dans le Temple de la Vallée. En parlant du Temple de la Vallée aussi, si on part de ce postulat de moulage, il y a un endroit très intéressant et un petit peu approximatif qui nous montre bien qu'il s'agit de granit et de calcaire taillés qui viennent s'imbriquer et non pas de moulage. Parce que si ça avait été du moulage, à ce moment-là, on aurait eu vraiment une jonction beaucoup plus précise. Et puis aussi pour la pyramide de Képhren, il faut savoir que sur ces 3-4 premiers niveaux, surtout sur les coins sud-est, sud-ouest et nord-ouest, eh bien on a des immenses dalles qui sont en fait tout simplement du substrat rocheux sur lequel vient s'asseoir la pyramide, un petit peu comme le pivot de la pyramide de Khéops. Et en parlant de la pyramide de Khéops, quand on parle du grotto, de tout ce qui est souterrain comme étant moulé, là aussi il faut rappeler les choses, ce n'est pas du moulé, malheureusement. Le pivot de la pyramide de Khéops et ce qu'il y a en dessous de la pyramide de Khéops, c'est aussi le substrat rocheux. Et pour revenir brièvement à la pyramide de Képhren, sur ces blocs du substrat rocheux, qui sont donc la colline sur laquelle on vient mettre la pyramide de Képhren, on a utilisé ça aussi pour asseoir la stabilité de l'édifice, et bien on retrouve d'innombrables traces d'outils, donc là aussi, pas de moulage, parce que si on moule, une fois que c'est moulé, on peut passer au coffrage suivant, et ainsi de suite. Il n'y a aucune raison a priori de venir derrière retailler autant que ça, c'est-à-dire des traces d'outils sur l'intégralité des faces des blocs apparents. Et quand on va dans la pyramide rouge de Dachour, je ne crois pas qu'il en parle dans le film, à l'intérieur de la pyramide rouge, dans les chambres qui sont en encorbellement, là-bas aussi, on voit très clairement les traces des différents outils qui ont été utilisés pour tailler les blocs avant de les amener dans la construction. Donc le moulage, non. Et il y a une autre pyramide qui est mentionnée, c'est la pyramide de Djéféré. Ça c'est très 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 intéressant, vous allez voir pourquoi. La pyramide de Djéféré, elle se trouve sur un terrain militaire qui est aujourd'hui inaccessible, qui s'appelle Zaouiet El Arian. Les Anglais l'appellent la pyramide inachevée, les Français l'appellent la grande excavation. Toujours est-il que ce lieu a servi par exemple au tournage du film La Terre des Pharaons en 1954. Et le réalisateur de K 2019 nous indique que cette immensité, ce truc complètement délirant, serait lui aussi coulé. C'est un petit peu la même idée que pour le mur d'enceinte de Képhren, qui finalement n'en est pas un, ce n'est rien d'autre que la colline qui a été creusée. Elle a été creusée, ça a été taillé dans la roche, et comment est-ce qu'on peut le savoir ? Eh bien en croisant les vestiges égyptiens. Au fond de cette pyramide inachevée, entre guillemets toujours, nous trouvons une sorte d'autel un petit peu oblong, très étrange, avec des formes dessus. Et non seulement des formes dessus, mais aussi des caractéristiques tout à fait uniques, car on ne le retrouve nulle part ailleurs en Égypte, à ma connaissance, peut-être que je me trompe, mais on le retrouve quand même à un endroit. Donc, à l'exception d'un endroit, c'est à Saqqara. À Saqqara, en effet, on le retrouve au fond d'un puits profond de 12 mètres environ. Et donc voilà, nous retrouvons ce même hôtel. Cet hôtel, il est accessible depuis les couloirs et des galeries souterraines du site. Et sachant que les Égyptiens avaient de la continuité dans les idées et procédaient, on va dire, de la même manière sur des projets similaires, pour comprendre ce qu'on appelle la pyramide de Djéféré, la pyramide inachevée, pour comprendre qu'elle a bien été taillée et non moulée. D'ailleurs, si elle était moulée, ce serait quelque chose d'absolument délirant, parce que là-bas, on n'a pas de blocs, on a une hauteur de colline. Et bien pour comprendre tout ça, eh bien on va voir un petit peu ce que nous dit la roche autour de cet autre hôtel jumeau qui se trouve à Saqqara. Et vous l'aurez compris, ce puits, comme les puits de Gizeh par exemple, il a bien été creusé et non pas moulé. Les traces d'outils y sont omniprésentes. Depuis, si ce puits a été moulé, ça veut dire que tout le reste de Saqqara qui se trouve au même niveau que celui sur lequel on se tient lorsque l'on regarde dans ce puits aurait dû lui aussi être moulé, ce qui est là aussi, de toute évidence, complètement délirant. Délirant, voire carrément irréalisable. Ensuite, on a cette histoire de la goutte d'eau qui mesure 1 cm par rapport à cette histoire de goutte. Voilà, c'est assez étonnant, c'est la première fois que j'en entends parler. Ok, bon, on va pas forcément s'arrêter là-dessus, mais je pense que voilà, c'est pas si simple que ça. C'est pas si simple aussi au niveau du comptage par 10
qui est ensuite suggéré, avec la base de 1 puis 10, parce qu'on sait que les Égyptiens comptaient sur base de 12, avec les 12 mois de l'année, les 12 constellations, 2 fois 12 heures dans la journée, voire une fois 24 heures, comme par exemple les babouins du temple d'Abou Simbel, qui, il me semble, sont 24 pour représenter les heures de la journée. Bref, on a de manière historique un comptage sur base de 12 en Égypte et non pas de 10. Donc ça aussi, ça m'a étonné. Concernant l'origine de la coudée, lorsqu'on va diviser ce cercle en 6 comme c'est proposé, j'aurais aimé qu'on sache pourquoi ça a été coupé en 6. Alors peut-être que j'ai oublié, mais j'aurais aimé savoir pourquoi on a coupé en 6 et pas en 3, en 5 ou en 4. Ça semble un petit peu trop hasardeux pour attribuer un petit peu plus de crédit à la chose. Après, c'est vrai que quand on parle de la coudée royale comme constante royale, je m'étonne qu'on n'ait jamais utilisé cette constante, alors que jusqu'à présent, pi et phi, par exemple, on les a toujours utilisées. Donc c'est assez étonnant que cette constante royale universelle ait disparu au fil très rapidement, au fil des centenaires, parce que elle n'était pas plus utilisée à l'époque de Ramsès II, d'Hatshepsut et autres, comparativement à celle des bâtisseurs d'origine, en tout cas des pyramides. Puis c'est vrai que par exemple, phi, c'est quand même l'essence même de la nature. La nature est régie dans son aspect visuel par phi. Tout ce qui est naturel est régi par phi. Donc, à la limite, c'est normal de retrouver phi à plein d'endroits. Par contre, retrouver de manière naturelle 52-36, non. Donc il y a un côté artificiel qui fait que la constante n'est pas aussi universelle que des constantes qui sont issues de la nature même du monde et de la manière dont la faune, la flore et tous les organismes se structurent et s'organisent. Comme je le disais, il y a de belles animations qui servent vraiment la cause, mais c'est quand même contredit par pas mal de réflexions et de choses qu'on voit sur le terrain. Si on fait du moulage, il n'y a aucune raison que tous les blocs soient différents. Si on moule, on va, dans un sens, on va dire, entre guillemets, standardiser la production pour que ça aille le plus vite possible. Donc voilà, c'est ce que je dis souvent aussi, et là Jean-Pierre Adam fait preuve de bon sens et de cette même logique que celle que j'utilise lorsqu'on me parle de pierre moulée. Si on n'a pas deux similaires, outre les traces d'outils dont on a déjà parlé, d'ailleurs, ça montre bien que la pierre moulée est une idée qui ne rejoint pas forcément les constatations qu'on a sur le terrain. Alors après, le réalisateur nous demande comment est-ce que les hauteurs d'assises de la Grande Pyramide peuvent être respectées. C'est trop compliqué de le faire à la main, donc il faut forcément du moulage et du coffrage pour respecter les hauteurs d'assises. Pourtant, quelques instants avant dans la vidéo, la précision à échelle de la Grande Pyramide est faite avec le lever du soleil et des cordes. Donc si on arrive à établir assurément un tel niveau de précision avec juste des cordes et le lever du soleil, à l'échelle de la pyramide, pour moi, ça semble tout à fait facile d'imposer une précision à l'échelle de petits blocs. Petit, bien sûr, comparativement à la Grande Pyramide. Mais voilà, si on est capable de faire la Grande Pyramide dans son ensemble, c'est pas compliqué de faire des blocs qui vont tous avoir la même hauteur. Ensuite, il y a un élément qui est très très intéressant, c'est la comparaison entre le calcaire de Toura et le calcaire qu'on a retrouvé sur la Grande Pyramide. Donc la composition chimique a été analysée et on trouve qu'il y a des différences. Donc j'ai trouvé ça très intéressant. Je ne suis pas suffisamment calé en chimie pour donner des commentaires là-dessus, mais en tout cas, c'est un des points sur lequel on ne peut pas dire grand-chose parce que là, c'est analytique et c'est très pertinent dans le cadre de la démonstration du réalisateur. Ensuite, on va nous parler des géopolymères, non pas sur des roches tendres, comme c'est le cas pour le calcaire, mais sur des roches dures, également avec le granit, avec cette espèce de structure avec une super lentille incroyable qui va venir faire fondre le granit pour ensuite le transporter en petits bouts et le refaire fondre et le réagglomérer, etc., etc. Il y a 4 éléments sur lesquels on peut se baser pour comprendre que c'est une idée, comme je le dis toujours, séduisante, c'est pourquoi pas, mais ça marche pas. Pourquoi ? 4 éléments. Le premier élément, c'est de se demander comment était positionnée la lentille pour tailler sous cette partie de la carrière d'Assouan. Parce que si on a la lentille qui est au-dessus du substrat rocheux, comme c'est proposé par l'auteur et le réalisateur, ben je ne sais pas comment est-ce qu'on pourrait venir tailler en dessous du niveau de la roche, d'autant que lorsqu'on est sur place à l'obélisque d'Assouan, on voit très clairement que le mouvement des outils, le mouvement qui a été fait pour travailler la roche, il est continu depuis le mur d'en face jusque sous la roche. Deuxième élément, ce sont les puits qui sont à la carrière d'Assouan. Éventuellement, pourquoi pas, en faisant abstraction de plein d'autres choses, pourquoi pas, la lentille permet d'arracher ces petits morceaux de 30 cm sur 30. Ok, why not ? Mais alors,
Quid des puits qui sont... comment est-ce qu'ils ont été creusés ces puits avec la lentille? Ça, on ne le dit pas. Et quand on regarde l'intérieur des puits, comment ils ont été façonnés, il n'y a plus ces petites marques qui seraient, comment dirais-je, typiques de ce fondu à cause de la lentille. Là, donc ça, c'est le deuxième élément qui va venir contredire cette idée. Le troisième élément, c'est le passage d'ailleurs qui est utilisé d'une de mes vidéos sur les diaclases. Et s'il n'y a pas de diaclase autour de l'obélisque d'Assouan, on parle bien de l'obélisque parce qu'ailleurs dans la carrière, il y a des diaclases, donc c'est vraiment juste à cet endroit-là. S'il n'y a pas de diaclase, c'est justement grâce aux puits qui ont permis de vérifier la qualité de la roche en profondeur. Et s'ils ont bossé à cet endroit-là, c'est qu'ils savaient qu'il n'y avait pas de diaclase, qu'il n'y avait pas de défaut de la roche, qu'ils pouvaient y aller tout à fait sereinement. Quatrième élément qui vient contredire cette histoire de lentilles pour le granit, c'est que si le granit était fondu, il aurait été homogène. Pourtant, sur le parement de la pyramide de Mykérinos, par exemple, on voit très clairement des défauts de stratification du granit qui font qu'on est face à de la roche naturelle qui n'a pas été fondue, refroidie, ça a été taillé, transporté. Comment? Ça, c'est encore, ça soulève d'autres questions, mais ça a été taillé, transporté et posé tel quel depuis le granit naturel d'Assouan. Et puis peut-être aussi un petit cinquième élément, je vais vous mettre une photo d'une statue qui se trouve au musée de Luxor, musée que pas beaucoup de monde va voir. Et bien quand on voit cette statue d'Amenophis III, eh bien je ne sais pas si sur l'image on le voit très bien, j'espère que vous le voyez les amis, mais les commissures de lèvres sont très finement taillées, c'est absolument splendide, elles ne sont pas moulées, elles sont taillées, et lorsqu'on s'y approche de très près sur place, on voit que c'est taillé et que ça n'est pas moulé. Et pour ce qui est des petits trous qui sont au-dessus de l'obélisque d'Assouan, avec la lentille qui viendrait percer, ce sont tout simplement des traces de réemprunt. Il s'agit simplement de travail de récupération avec des outils non adaptés, travail de récupération qui fut ensuite abandonné en cours de route, et c'est ça qui nous reste de ce travail de récupération qui a avorté. Toujours concernant les obélisques, un petit peu plus tard dans le film, on va nous parler de l'obélisque de Karnak, l'obélisque d'Hatchepsout, qui sera aussi repris un petit peu plus tard par son fils Thoutmôsis III, et on nous dit que l'obélisque est parfaitement lisse avec des hiéroglyphes absolument formidables. C'est exact, en tout cas pour les hiéroglyphes. Par contre, pour l'obélisque, ça l'est moins. Donc celui d'Hatchepsout, lorsqu'on le regarde à la quasi-verticale depuis sa base, si la lumière n'est pas trop blanche en pleine journée, eh bien on voit nettement que sa surface est gondolée, un petit peu comme à Assouan. Et donc on voit bien que le travail a été fait à Assouan avant de ramener le bloc tel quel, en un seul morceau, à Karnak. Alors évidemment, ça ne résout pas la problématique de l'outillage et du transport, comme je le disais auparavant, mais toujours est-il que cet exemple d'obélisque à Karnak, malheureusement, est invalidé par les constatations tout simplement visuelles, qu'est-ce qu'on voit sur place lorsqu'on y va. Après, on nous parle des encoches en cuivre dans la grande galerie de la pyramide de Khéops, la grande pyramide de Gizeh. C'est assez étonnant, parce que je pense que c'est assez connu et reconnu, comme étant tout simplement soit du maintien, soit des repères. En tout cas, ça n'est pas du tout contemporain de la construction de la pyramide, mais c'est bien moderne, en tout cas ça a moins de 200 ans. Ensuite, il y a une histoire très intéressante, l'histoire des fissures sur le plafond de la chambre du roi. Pourquoi est-ce que c'est intéressant? Parce que ça mène l'histoire du passage qui remonte depuis la grande galerie jusque dans les chambres de décharge. Donc c'était une ouverture contemporaine à la construction de la grande pyramide. Et donc, l'histoire du cartouche de Khéops, retrouvé dans la chambre de Campbell par Howard Weiss au début du 20e, si je dis pas de bêtises, ça tombe un petit peu à l'eau, car ça ne prouve aucunement qu'il a été fait par les bâtisseurs, et ça aurait très bien pu être ajouté par les Égyptiens ou des peuples plus récents lors du réemprunt de cette pyramide, tout simplement en se faufilant dans ce passage qui ramène à cette chambre. Par contre, l'auteur fait très justement rappeler un petit peu plus tard que ce qui est au-dessus de la chambre du roi ne sont pas forcément des chambres de décharge, parce que vu l'emplacement de la chambre du roi, si c'était des chambres de décharge, tout porte à croire que nous devrions aussi en avoir sur la chambre souterraine et au-dessus de la chambre médiane, la chambre de la reine, alors que on n'a rien sur la chambre souterraine, et pour la chambre de la reine, la chambre médiane, on a quelques chevrons qui ressemblent un petit peu à ce qu'on a au-dessus de l'entrée d'origine de la grande pyramide, mais on n'a aucunement des chambres de décharge. Donc là, un très bon point, c'est très intéressant que ce soit abordé une fois de plus. Ensuite, on parle aussi du sphinx qui serait coulé. Alors là, je ne sais pas d'où sort cette ineptie, parce qu'on sait que le sphinx a été taillé, le sphinx est un monolithe, il a été taillé dans la roche, et tout ce qui a été extrait autour du sphinx, et entre guillemets presque sur le sphinx lors de son travail, il se trouve devant lui dans un temple qui n'est pas ouvert au public. On le retrouve aussi ailleurs, ces énormes blocs, mais en tout cas,
tout ce qui était, tous les déchets entre guillemets issus de la taille du sphinx ont été réutilisés, et ça, voilà, il n'y a pas de... Il n'y a aucune raison d'imaginer un sphinx moulé, ça je ne sais pas trop d'où sort cette idée, c'est assez étonnant. Et pour ce qui est des pavés, comme il le dit, qui décorent, là ce ne sont pas des pavés qui décorent et qui sont contemporains de post-moulage à l'époque, c'est simplement des petites briques qui sont de la rénovation, des rénovations qui sont en cours depuis des millénaires, depuis déjà à l'époque de Toutmosis et la stèle du rêve. Suite à son désensablage, il me semble qu'il y a déjà eu quelques petites restaurations. Donc voilà, c'est pas du tout contemporain. C'est très étrange toutes ces nouvelles idées par rapport au sphinx. Mais effectivement, le bon point là aussi, c'est que lorsqu'on le regarde de profil, le sphinx, il est prognate. Il n'est pas ce qu'on appelle proto-européen. Et la première fois que ça a été mentionné, c'était dans le New York Times du 18 juillet 1992. Par une personne qui s'appelait Frank Domingo, qui est physionomiste et criminologue à la police de New York, qui s'est adonné à la comparaison des profils dont je parle assez souvent à mes groupes quand je vais en Égypte. Il les analysait en utilisant des techniques photographiques similaires à celles employées en orthodontie. Et la tête du sphinx présente un prognatisme maxillaire, alors que la statue par exemple de Képhren au musée du Caire, qui est aussi censée le représenter, ne présente pas du tout ce menton avancé. La statue de Képhren au musée du Caire, elle est tout à fait, pour le coup, proto-européenne, et on le voit aussi sur les billets de 10 livres, parce que c'est la représentation de cette statue de Képhren qui est aussi présente sur les billets de 10 livres en Égypte. Donc un bon point, c'était agréable de voir ça. Par contre, les extrapolations, les interprétations qui ont été faites après, là aussi j'ai un petit peu de mal, je dois avouer. Parce que c'est vrai que tout ce qui est afrocentrisme, j'ai beaucoup de mal avec ça. Que des pharaons aient été noirs, il n'y a aucun souci là-dessus. Que des pharaons aient été blancs, métis, voilà, c'est... Avec autant de millénaires d'histoire, c'est tout à fait normal que les cultures se soient mélangées, d'autant plus que l'Égypte est vraiment au carrefour de 3 continents, avec l'Afrique, l'Europe et l'Asie. Et l'Afrique, non seulement l'Afrique maghrébine du Nord, mais aussi l'Afrique subsaharienne, l'Afrique noire. Quand on va à Assouan, on voit qu'on est déjà face à un peuple noir. Donc c'est pas délirant de se dire que des pharaons aient pu être noirs. Mais de là à tirer cette conclusion assez arrêtée et affirmative comme quoi tous les pharaons étaient noirs, alors moi j'ai envie de demander, alors quid de toutes ces statues qui n'ont aucun morphotype négroïde? Voilà, il suffit de regarder les représentations, les faciès. Il suffit de regarder les statues. Par exemple, il y a la statue de Ramsès II qui est au musée de Turin, qui n'est absolument pas négroïde. Ça renvoie aussi à la statue donc, de Képhren du musée du Caire dont je parlais avant. Et voilà, il y a des milliers et des milliers de statues dans tous les sens qui n'ont aucun trait morphologique d'Afrique subsaharienne. Donc là aussi, les constatations invalident cette idée. Et c'est vrai que quand on se penche un petit peu plus en détail sur les travaux de Anta Diop, il y a quelques manquements. Voilà. Mais tout ça combiné, ça fait que des pharaons noirs, oui, des pharaons pas noirs, oui aussi. Mais arrêtons-nous ici, ça suffit pour comprendre et mesurer pleinement la diversité qui a pu régner au cours de toutes ces époques pharaoniques. Alors après, il est très étonnant de voir cette histoire de hiéroglyphes en Australie. J'en ai jamais parlé sur la chaîne, tout simplement parce que ce sont des fakes avérés du début du XXe siècle. En fait, au début du XXe, il y a des soldats australiens qui sont revenus de mission d'Égypte pendant la Première Guerre mondiale. Et un de ces soldats, notamment, par exemple, il avait avoué sans aucun problème avoir fait des représentations du sphinx, de pyramides, et que ses acolytes d'infortune se sont aussi à l'époque adonnés à du hiéroglyphage un petit peu approximatif. Ça a été avéré, donc ce sont des fakes. Je ne sais pas pourquoi c'est considéré comme une vérité, même si, entre guillemets, il y a, alors je me souviens plus de son nom de famille, Mohamed Ibrahim et Youssef Aouyan, qui disent que oui, c'est tout à fait authentique. Voilà, moi je m'inscris en faux par rapport à ça. On sait que ça ne l'est pas, ça a été démontré à plusieurs reprises et les informations sont disponibles sur internet en 2-3 clics. Ensuite, on part à l'autre bout de la planète pour un petit peu développer la chose, notamment à Ellora et à Barabar, près de la ville de Gaïa, effectivement. Comme quoi, tout ça aussi aurait été moulé. Alors tout ça, évidemment, il faudra le vérifier sur place. Et ce qui est très intéressant, c'est qu'on sera capable de le vérifier tous ensemble début 2021 lorsque nous irons en Inde. Donc ça, c'est un petit scoop pour vous sur la chaîne. Je n'ai pas encore tous les détails de l'itinéraire sur lequel je bosse depuis plusieurs mois. Mais voilà, on va y aller. Et puis, je pense, sans trop me tromper, que ce n'est pas du moulé.
Il y a un autre souci d'outillage, comme toujours, mais ça n'est pas du moulé, et on ira vérifier ça dans à peine un an, donc ça va vite passer, je pense. Pour ceux qui voudront des infos là, sur le petit trip en Inde qu'on est en train d'organiser, vous connaissez le mail de la chaîne, planetraw@gmail.com, je vous répondrai quand les informations seront disponibles. Et puis sinon, c'est sur ça que se termine ce petit débrief. Alors c'est pas du debunk, parce que tout simplement, il y a aussi des éléments intéressants, comme je l'ai mentionné dans la vidéo, qu'il faut garder. Mais de manière générale, l'idée principale par rapport au moulage est malheureusement contredite par trop de constatations in situ pour qu'on puisse lui apporter autant de crédit. Ça aurait pu être, à plus petite échelle, de manière ponctuelle, une solution d'appoint, mais ça n'est absolument pas la manière dont les Égyptiens ont construit ces magnifiques édifices.